Je me réveillais à 5h30 du matin, comme chaque jour, le cœur battant déjà à l'idée de tout ce que j'avais à accomplir. Cette promotion n'était pas simplement un titre ou un salaire supplémentaire. C'était la reconnaissance de 10 années de sacrifices, de nuits blanches, de projets menés jusqu'au bout, et je savais qu'elle pouvait disparaître si je ne faisais pas attention. Chaque regard de mes collègues semblait chargé de quelque chose de plus que la simple cordialité. Arrivé au bureau à 6h30, je parcourus mes emails et préparai mes rapports pour la réunion de direction. Je remarquai immédiatement des détails étranges. Certains documents avaient été modifiés sans que je sois informé, et des messages ambigus de collègues me mettaient mal à l'aise. Mon instinct me disait qu'on essayait de me piéger. Dans la matinée, la vérité se révéla. Mes collègues les plus envieux, apparemment jaloux de mon sérieux et de mon succès, avaient saboté une partie du projet clé pour lequel je visais la promotion. Des chiffres étaient modifiés, des rapports falsifiés. Mon sang bouillonnait, mais je savais qu'une réaction impulsive pourrait me coûter bien plus que la colère. Je devais agir avec stratégie. Je pris donc le temps de documenter chaque action. Chaque email, chaque modification, chaque anomalie fut enregistrée minutieusement dans mon cloud personnel, inviolable et daté. Je savais que le moindre oubli pourrait compromettre ma défense et ruiner ma carrière. Ma patience allait être la clé de ma victoire. Mon manager, M. Deschamps, était juste mais facilement influençable par les apparences. Je savais qu'il fallait non seulement des preuves solides, mais aussi un timing parfait. Je ne pouvais pas confronter mes collègues directement. Je devais les exposer au moment où tout serait irréfutable et visible. Durant une réunion critique avec l'équipe, je guidais subtilement la discussion vers le projet compromis. Je présentais mes données, mettant en lumière les incohérences et, sans le montrer, laissais transparaître que j'avais conservé des archives irréfutables. Je voyais déjà l'inquiétude dans les yeux de ceux qui avaient essayé de me nuire. Quand mon manager demanda des explications, je présentais calmement les preuves, les timestamps, les documents originaux, le suivi des modifications. Un silence pesant s'installa dans la salle. Les visages de mes collègues trahissaient leur culpabilité et leur malaise. Chaque détail que j'avais préparé était là pour les démasquer. Un des collègues tenta de détourner la conversation et de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, mais je restais impassible, exposant calmement chaque preuve. La tension monta. Chaque regard se posait sur moi, et je sentais la véracité et la patience que j'avais cultivées peser dans la balance. Le lendemain, mon manager me convoqua dans son bureau. Son regard était sérieux, teinté de respect et de regret. « Lucas, je vois maintenant ce qui s'est passé. Ta diligence et ton intégrité sont incontestables. Félicitations, tu as mérité cette promotion. » Un poids énorme se détacha de mes épaules. Le soulagement se mêla à la satisfaction de savoir que mes stratégies avaient fonctionné. En rentrant à mon bureau, je réfléchis à tout ce que j'avais traversé. Les nuits de travail, les pièges tendus par mes collègues, la stratégie minutieuse et la patience. Cette promotion n'était pas seulement une réussite professionnelle. C'était la preuve que la préparation, la persévérance et la justesse peuvent triompher de l'envie et de la trahison. Les jours suivants, je décidai de consolider mes preuves et de préparer chaque interaction avec mes collègues. Chaque email, chaque note, chaque réunion était un terrain potentiel pour de nouvelles manœuvres de sabotage, et je ne voulais rien laisser au hasard. Ma vigilance devait être constante. Je passais une partie de mes matinées à analyser les rapports de tous les projets en cours. Chaque détail importait, et je savais que le moindre écart pourrait être utilisé contre moi. Cette discipline et cette obsession du détail devinrent mon arme la plus efficace. Dans l'après-midi, je pris le temps de planifier ma stratégie de confrontation. Je devais exposer le sabotage de manière irréfutable, mais aussi préserver mon image professionnelle. Je savais que montrer de la colère ou de la frustration pourrait jouer en faveur de mes ennemis. Un jour, je surprendis un de mes collègues en train de manipuler un fichier crucial. Je restai calme, notai chaque détail et attendis le moment parfait pour révéler la vérité. La patience et le timing étaient essentiels. Une réaction prématurée aurait ruiné toute ma stratégie. Pendant ce temps, je continuais à exceller dans mon travail quotidien.
Je refusais de laisser le stress ou la peur affecter mes performances. Chaque rapport envoyé, chaque présentation réalisée, renforçait ma crédibilité et mon image auprès de mon manager. Je commençais également à documenter secrètement toutes les conversations suspectes et interactions ambiguës. Les enregistrements et notes seraient des preuves supplémentaires au moment de la confrontation. Tout devait être organisé, précis et irréfutable. Lors d'une réunion importante avec l'équipe de direction, je présentais mes résultats de manière professionnelle. Sans accuser directement mes collègues, je laissais transparaître les incohérences et les erreurs, tout en montrant que j'avais conservé toutes les données originales. Les regards inquiets trahissaient mes adversaires. Mon manager, M. Deschamps, posa plusieurs questions détaillées. Je répondis avec calme et précision, chaque mot renforçant ma crédibilité. Les collègues envieux tentaient de détourner l'attention, mais la structure et la rigueur de mes preuves étaient indiscutables. À la fin de la réunion, la tension dans la salle était palpable. Je savais que j'avais planté les graines de leur exposition imminente. Chaque détail minutieusement préparé commençait à jouer en ma faveur, et la justice professionnelle était sur le point de triompher. Le lendemain, après avoir rassemblé toutes mes preuves, je convoquai discrètement mon manager pour lui montrer l'étendue des manipulations. Monsieur Deschamps fut impressionné par ma diligence et la clarté des documents. Il comprit immédiatement que la promotion devait me revenir, non seulement pour mes compétences, mais pour mon intégrité et ma patience stratégique. Après la réunion avec mon manager, je sentis que le moment décisif approchait. Je devais exposer mes collègues de manière irréfutable, mais également préserver ma réputation auprès de toute l'équipe. Chaque détail comptait, chaque geste devait être calculé avec soin. Je passais plusieurs heures à organiser tous mes documents et preuves dans un dossier numérique clair et structuré. Chaque email, chaque modification de fichier et chaque note suspecte était classée chronologiquement, prêt à être présenté au bon moment. Lors de la réunion hebdomadaire avec l'équipe, je remarquai immédiatement la nervosité de mes collègues jaloux. Ils échangèrent des regards rapides, cherchant une faille dans mon travail, mais je restais concentré et impassible. La tension dans la salle était presque palpable. Je choisis de commencer par une présentation générale du projet, mettant en avant mes efforts et les résultats positifs. Puis, subtilement, je guidais la discussion vers les anomalies et incohérences qui avaient été introduites par mes collègues. Chaque mot, chaque chiffre, chaque graphique était précis et vérifiable. Leurs tentatives de déviation échouèrent. Chaque question qu'ils posaient fut rapidement et calmement contredite par les preuves que j'avais accumulées. Je sentis le pouvoir de la préparation et de la patience me soutenir. Aucune manipulation ne pouvait tenir face à la vérité. Mon manager, visiblement impressionné, commença à poser des questions plus directes aux collègues en question. Les regards changèrent, la nervosité s'intensifia. Je voyais la panique dans leurs yeux, et un sentiment de satisfaction silencieuse m'envahit. Le sabotage était en train de se retourner contre eux. Un des collègues tenta encore de minimiser ses actions, mais je restai ferme et présentai les données originales avec leur timestamp. Chaque document, chaque modification, chaque email était là pour montrer l'ampleur du sabotage et la tentative de me discréditer. La tension monta d'un cran lorsque M. Deschamps, mon manager, leva les yeux et fixa les coupables. Il comprit immédiatement la situation. Sa voix, calme mais ferme, confirma que la promotion devait revenir à celui qui avait travaillé honnêtement et avec dévouement, moi. Après cette confrontation, mes collègues restèrent silencieux, incapables de contester les preuves. Je ressentis une satisfaction immense, non pas de leur humiliation, mais de la justice et de la reconnaissance de mes efforts. Chaque instant de patience, chaque stratégie minutieuse avait payé. Le lendemain, je reçus la confirmation officielle de ma promotion. Je me sentis soulagé et victorieux, mais également profondément conscient que cette réussite n'était pas seulement liée à mes compétences, mais à ma stratégie, ma patience et ma capacité à rester imperturbable face aux intrigues et à l'envie. Après avoir reçu la confirmation de ma promotion, je pris un moment pour réfléchir à tout ce que j'avais traversé. Les semaines de tension, les pièges tendus par mes collègues et la stratégie minutieuse que j'avais mise en place m'avaient épuisé,
mais aussi renforcée. Chaque difficulté avait été une leçon de patience et de détermination. Je décidai de célébrer cette victoire, mais de manière discrète et personnelle. Je réservai une table dans mon restaurant préféré et pris le temps de savourer chaque plat, chaque instant, conscient que ce succès était le fruit de mes efforts et de ma persévérance. Au bureau, mes collègues observaient mon nouveau rôle avec une combinaison de respect et de jalousie. Je ne leur adressais pas de mots de vengeance. Leur conscience suffisait. La satisfaction silencieuse de savoir que la vérité avait prévalu me suffisait amplement. Mon manager, M. Deschamps, me félicita personnellement et m'offrit ses conseils pour exceller dans ce nouveau rôle. Ces paroles reflétaient non seulement une reconnaissance professionnelle, mais aussi une validation de ma patience et de mon intelligence stratégique. Je pris également le temps de réfléchir à ma relation avec mes collègues envieux. Bien que certains aient tenté de me nuire, je choisis de rester professionnel et de maintenir une distance prudente, évitant toute confrontation inutile à l'avenir. Ma carrière et ma réputation étaient désormais mes priorités. Durant les semaines suivantes, je me concentrai sur mes nouvelles responsabilités. Chaque décision, chaque projet et chaque réunion était l'occasion de démontrer mes compétences et de solidifier ma position dans l'entreprise. La vigilance et la discipline que j'avais développées me permettaient d'anticiper les obstacles et de réussir avec assurance. Je décidai aussi de mentoriser des collègues plus jeunes, leur enseignant comment naviguer dans le monde complexe de la politique d'entreprise et éviter les pièges des rivalités et jalousies professionnelles. Transmettre cette expérience était pour moi un moyen de créer un environnement plus juste et collaboratif. Un soir, en quittant le bureau, je repensais au moment où j'avais senti la pression et l'injustice me submerger. Je compris que chaque défi avait été une occasion de renforcer ma résilience, mon intelligence émotionnelle et ma capacité à agir stratégiquement dans des situations complexes. Je commençai également à documenter mon expérience dans un journal, détaillant les stratégies utilisées, les pièges évités et les leçons apprises. Ce journal devint rapidement une référence pour moi-même, mais également un guide potentiel pour d'autres professionnels confrontés à des environnements de travail difficiles. Enfin, en regardant la ville illuminée depuis la fenêtre de mon bureau, je ressentis une profonde satisfaction. J'avais surmonté les obstacles, exposé les sabotages et obtenu la reconnaissance méritée. Cette victoire n'était pas seulement professionnelle, mais aussi personnelle. Elle prouvait que la patience, la stratégie et l'intégrité triomphent toujours face à l'injustice et à la manipulation. Après ces événements, je pris conscience que la réussite professionnelle allait au-delà de la simple reconnaissance de mon travail. Elle dépendait aussi de ma capacité à anticiper les intentions des autres et à protéger mes intérêts sans compromettre mon intégrité. Cette leçon serait gravée en moi pour toujours. Je commençai à réorganiser mon espace de travail, créant un environnement propice à la concentration et à la productivité. Chaque document, chaque fichier était soigneusement archivé, et j'installais des systèmes de suivi pour prévenir toute manipulation future. Ma vigilance était devenue une seconde nature. Un matin, un jeune collègue vint me demander conseil sur un projet complexe. Je le guidais avec précision, partageant des stratégies et des méthodes pour éviter les erreurs et gérer les tensions internes. Je me rendis compte que mon expérience pouvait réellement transformer la manière dont les autres travaillaient et interagissaient dans l'entreprise. Je décidai également de renforcer mes relations avec les membres de la direction. Chaque interaction était l'occasion de démontrer ma compétence, mon professionnalisme et ma capacité à prendre des décisions stratégiques, consolidant ainsi ma crédibilité et ma position dans l'entreprise. Dans les semaines qui suivirent, je reçus plusieurs propositions de projets clés, des responsabilités qui impliquaient un leadership accru. Je les acceptais, conscient que chaque réussite renforcerait non seulement ma position, mais aussi ma réputation de personne intègre et compétente. Je passais également du temps à former un réseau de collègues de confiance, ceux qui partagèrent mes valeurs et mon éthique de travail. Ensemble, nous créâmes une dynamique positive et productive, capable de résister aux influences négatives et aux manipulations potentielles. Un jour, je fus invité à prendre la parole lors d'une réunion stratégique avec toute l'équipe de direction. J'exposai calmement mes analyses, mes observations et mes recommandations,
démontrant non seulement mes compétences, mais aussi ma capacité à naviguer dans un environnement complexe avec finesse et efficacité. À chaque réunion, je notais attentivement les réactions et les interactions, continuant à anticiper les comportements des collègues potentiellement envieux. Mon expérience passée m'avait appris que la vigilance et la planification étaient essentielles pour maintenir ma position et mon indépendance. Un soir, après une longue journée, je réfléchis à tout ce que j'avais accompli, la défense de ma promotion, l'exposition du sabotage, le mentorat des jeunes collègues et la consolidation de mon influence. Chaque décision prise avait été stratégique, chaque action minutieusement calculée. Enfin, en quittant le bureau pour rentrer chez moi, je me sentis profondément satisfait et serein. J'avais surmonté l'envie, les manipulations et les obstacles avec intelligence et patience. Cette victoire était le fruit de mon travail acharné, de ma vigilance et de ma détermination à rester fidèle à mes valeurs. Le mois suivant, une nouvelle opportunité se présenta. Mon manager, M. Deschamps, m'informa qu'un poste de directeur de département était désormais disponible, un poste que j'avais déjà en tête depuis un moment. Cela semblait la prochaine étape logique après ma récente promotion, mais je savais que cette fois, la compétition serait plus rude. Je décidai de ne pas relâcher ma vigilance. Chaque détail devait être analysé, chaque rencontre soigneusement préparée. Je n'avais pas l'intention de laisser quoi que ce soit au hasard, pas après avoir travaillé si dur pour arriver là où j'étais. La même stratégie que pour la promotion précédente serait appliquée. Patience, précision et timing parfait. Lors de la première réunion pour ce poste, je remarquai des signes de tension parmi les autres candidats. Certains d'entre eux, qui avaient déjà tenté de me saboter par le passé, se montraient particulièrement nerveux, comme s'ils pressentaient que la compétition serait plus forte que jamais. Une fois de plus, je savais qu'il ne s'agissait pas seulement de mes compétences, mais de ma capacité à manipuler les circonstances à mon avantage. J'élaborais un plan pour chaque réunion, chaque discussion. Je suivis à la lettre le même principe qui m'avait guidé précédemment. Ne jamais réagir sous pression, toujours garder une longueur d'avance. Je savais que mes collègues tentaient de jouer les jeux politiques en coulisses, mais je n'allais pas me laisser entraîner dans leurs intrigues. Au fur et à mesure des réunions et entretiens, je constatais que mes adversaires se heurtaient à des obstacles qu'ils avaient eux-mêmes créés. Ils tentaient d'imposer leurs idées avec arrogance, pensant que leurs actions passées leur donnaient une longueur d'avance. Mais cette fois, je voyais à travers leurs manœuvres. Je n'allais pas laisser leur orgueil me faire trébucher. Pendant ce temps, je continuais à développer des relations solides avec les membres influents de l'équipe de direction. J'échangeais des idées, proposais des solutions novatrices, et m'efforçais de démontrer que j'étais non seulement compétent, mais capable de mener l'équipe vers l'avenir avec une vision claire et stratégique. Chaque interaction renforçait ma position. Une semaine avant l'annonce du poste, j'eus vent d'une nouvelle tentative de sabotage de mes collègues. Cette fois, ils avaient essayé de manipuler des informations pour me discréditer auprès de la direction. Mais j'avais anticipé cette manœuvre. J'avais déjà préparé des réponses détaillées, prêtes à être présentées. Rien ne m'échapperait. Lors de la réunion finale, la tension était à son comble. Je présentais mon plan pour le département avec une clarté et une confiance que je n'avais jamais ressenties auparavant. J'exposais mes idées novatrices, mes prévisions et mes objectifs pour l'avenir, tout en exposant de manière subtile les incohérences dans les propositions des autres candidats. Je ne laissais aucune place à l'interprétation. Mon manager m'écouta attentivement, posant quelques questions ciblées pour tester ma préparation et ma vision. Je répondis calmement, en détaillant mes arguments avec précision. Je savais que ce moment était crucial et que chaque mot comptait. La compétition avait été féroce, mais, cette fois, je savais que j'avais l'avantage. Enfin, la décision tomba. M. Deschamps se leva et annonça que le poste de directeur de département m'était attribué. Un léger sourire traversa mon visage, mais je restais professionnel. Cette victoire, bien que satisfaisante, était simplement une autre étape dans mon ascension. J'avais gagné, non pas grâce à la chance, mais grâce à ma stratégie, ma préparation et ma patience. Le jour suivant l'annonce de ma promotion, je pris un moment pour moi-même. J'avais tout donné pour en arriver là, et maintenant que le poste de directeur de département était officiellement mien, je pouvais enfin souffler.
Mais cette victoire n'était pas seulement celle d'un poste plus élevé, c'était la preuve que mes efforts et ma stratégie avaient emporté leurs fruits. Je me rendis à ma nouvelle équipe, accueilli par des sourires et des félicitations. Pourtant, en voyant certains visages, je remarquai un léger malaise, une nervosité discrète, mais palpable. Cela ne m'étonnait pas. Après tout, j'avais gagné cette promotion non seulement en étant compétent, mais aussi en surpassant ceux qui secrètement voulaient m'empêcher d'avancer. Je décidai d'aborder la situation avec tact. J'acceptais les félicitations avec humilité, mais je n'ignorais pas que certaines personnes de mon équipe pourraient tenter de déstabiliser ma position. Une fois de plus, je savais que ma vigilance était essentielle pour garder le contrôle et affirmer ma place. Au cours des semaines suivantes, je me concentrai sur l'intégration et l'optimisation de l'équipe. Mon objectif était clair, apporter de l'innovation, instaurer une nouvelle dynamique de collaboration, tout en renforçant la productivité. Je devais prouver que j'étais bien plus qu'un simple compétiteur, mais un véritable leader capable de guider mon département vers le succès. Je décidai également d'inclure certains de mes anciens collègues, ceux qui avaient été de vrais alliés, dans des projets clés. Leur soutien avait été crucial dans mon ascension, et je voulais leur montrer ma reconnaissance en leur offrant des responsabilités stratégiques dans ce nouveau département. Mais rapidement, je m'aperçus que certaines personnes dans l'équipe cherchaient déjà à saper mon autorité. Quelques remarques sarcastiques, des tentatives pour saboter certaines de mes décisions, étaient des signes évidents de résistance. Ils pensaient que, maintenant qu'ils avaient vu ma victoire, ils pouvaient me défier. Je me contentais de les observer, sachant qu'une réponse impulsive nuirait à mon autorité. Un matin, alors que j'étais sur le point de lancer un grand projet pour le département, je découvris qu'un de mes collaborateurs clés avait délibérément sous-estimé certaines données dans un rapport crucial. Il avait laissé passer une erreur évidente, et la tentation de l'ignorer était forte. Mais je savais que si je laissais passer cela, je perdrais immédiatement le respect de mon équipe et de la direction. Je pris donc une décision difficile, mais nécessaire, convoquer ce collègue en tête-à-tête. Je ne voulais pas dramatiser la situation, mais je devais lui faire comprendre que son comportement n'était pas acceptable. Je restai calme et précis, expliquant l'importance de l'intégrité dans chaque tâche, aussi petite soit-elle. Après cet entretien, je sentis un changement. Non seulement ce collègue sembla se remettre en question, mais l'ensemble de l'équipe comprit que je n'accepterais aucune forme de sabotage. Ma position était claire, et personne ne pourrait à nouveau sous-estimer mon autorité ou mes compétences. Le lendemain de l'entretien avec mon collègue, l'atmosphère au bureau changea. La tension qui avait marqué mes premières semaines dans le poste commença à se dissiper. Je savais que ce moment de confrontation avait été crucial pour établir mon autorité de manière définitive. Les regards inquiets des sceptiques me firent comprendre que ma position était désormais solidifiée. Avec cette nouvelle confiance, je lançai un projet ambitieux qui visait à améliorer les processus internes du département. Je m'assurais de bien expliquer chaque étape aux membres de l'équipe et de les intégrer dans le processus de réflexion. Ce n'était pas seulement un test de mes compétences en gestion, mais aussi un moyen de renforcer la collaboration et l'esprit d'équipe. Je commençais à voir des signes positifs. Les membres de mon équipe, qui semblaient au début hésitants ou méfiants, commencèrent à s'investir dans le projet. Même ceux qui étaient initialement contre mes méthodes semblaient se rendre compte que mon approche apportait des résultats tangibles. Ma réputation se renforçait à chaque réunion, à chaque tâche accomplie. Pourtant, je savais qu'il restait encore quelques failles à combler. Je commençais à observer certains collègues, notamment ceux qui avaient voulu me saboter, agir de manière plus calculée. Leur attitude changeait, mais ils ne me laissaient pas totalement tranquille. L'envie et la jalousie ne disparaissent jamais d'un coup, surtout dans le monde de l'entreprise. Un jour, alors que je discutais avec mon supérieur, M. Deschamps, il me fit part d'une rumeur qui circulait dans l'entreprise. Certains de mes collègues remettaient en question mon approche de gestion, arguant que mes méthodes étaient trop autoritaires et que je ne favorisais pas assez l'esprit d'équipe. Bien que je sois resté calme, cette information ne fit qu'alimenter ma détermination. Je décidai de prendre les devants. Je convoquai une réunion avec toute l'équipe, décidant d'exposer clairement mes objectifs pour le département et d'expliquer mon approche de gestion.
Je voulais que chacun comprenne que mon but n'était pas de diviser, mais de renforcer notre efficacité collective. Je leur rappelais que les résultats concrets étaient la seule mesure de notre réussite. Lors de cette réunion, certains collègues essayèrent de me défier, posant des questions acerbes et suggérant que j'étais trop focalisé sur les résultats au détriment du bien-être de l'équipe. Je maintins une attitude calme et ouverte, répondant avec des arguments solides et des exemples de réussite passée. Peu à peu, l'attitude des plus sceptiques commença à se modérer. Je continuais à travailler d'arrache-pied en m'efforçant de prouver que mes choix étaient non seulement efficaces, mais qu'ils contribuaient également à une dynamique positive au sein du département. Les projets commencèrent à prendre forme, les délais étaient respectés, et les résultats financiers étaient au rendez-vous. Cela parlait de lui-même. Un mois après la réunion, les rumeurs avaient disparu et l'équipe fonctionnait plus harmonieusement. J'étais devenu un leader respecté, non pas seulement par mes résultats, mais aussi par ma capacité à maintenir une direction claire tout en écoutant les préoccupations de chacun. Je savais que j'avais encore beaucoup à accomplir, mais je n'avais plus à prouver ma valeur. Pourtant, je savais que chaque pas vers le sommet était semé d'embûches. À tout moment, un faux pas ou une erreur de jugement pouvait tout remettre en question. Et c'était exactement ce que mes ennemis espéraient. Mais désormais, je n'étais plus la proie. J'étais le prédateur. Et je comptais bien mener mon département vers de nouveaux horizons sans jamais faiblir. Les mois suivants furent marqués par une stabilité croissante dans mon département. Mes collègues, maintenant plus respectueux de mon autorité, commençaient à travailler ensemble sous ma direction avec un objectif commun. Je veillais à ce que chaque tâche soit accomplie dans les délais, mais aussi dans une atmosphère de coopération, renforçant l'esprit d'équipe tout en maintenant des standards de performance élevés. Malgré cela, un sentiment de vigilance constante restait en moi. Je savais que, dans l'ombre, certains attendaient la moindre erreur pour me discréditer et reprendre ce qu'ils considéraient comme leur dû. Ces regards furtifs, ces conversations murmurées entre collègues n'étaient jamais loin de moi. Il fallait que je reste toujours en alerte. Un après-midi, alors que je passais en revue des rapports financiers, je reçus un message anonyme. Il contenait des accusations concernant mes méthodes de gestion, suggérant que j'utilisais des moyens déloyaux pour parvenir à mes résultats. Mon cœur s'accéléra, mais au lieu de céder à l'émotion, je pris un moment pour analyser la situation calmement. Je savais que ce message était une tentative évidente de sabotage. L'objectif était de semer le doute dans mon esprit et de déstabiliser ma position. Je décidai de garder cette information pour moi, de ne pas réagir immédiatement et d'utiliser cette nouvelle menace pour préparer ma réponse. Une fois encore, je m'appuyais sur ma patience et ma stratégie. Le lendemain, je convoquai une réunion privée avec M. Deschamps. Je lui exposai la situation sans dramatiser, lui montrant que j'étais conscient des tentatives de sabotage qui continuaient en arrière-plan. M. Deschamps, un peu surpris, me promit de prêter attention aux rumeurs et aux mouvements suspects dans l'entreprise. J'avais le sentiment que ma position était de plus en plus solidifiée. Le temps passa, et à chaque nouveau défi, ma position se renforçait. J'avais non seulement réussi à maintenir l'harmonie dans mon équipe, mais aussi à générer des résultats impressionnants. Les projets étaient achevés à temps, les bénéfices augmentaient, et le département semblait enfin en pleine croissance. Mais malgré tout cela, je savais que rien n'était acquis. Je décidai de m'attaquer à une autre tâche ambitieuse, moderniser les systèmes de gestion et de communication du département. Ce projet aurait un impact à long terme sur l'entreprise et renforcerait encore davantage ma position. Il fallait être à la fois stratégique et innovant. Cette fois, je devais prouver que ma vision allait bien au-delà de la simple gestion quotidienne. Je passais des semaines à planifier, rencontrer des experts en technologie et évaluer les meilleures solutions pour automatiser les processus internes. Je savais que ce projet ne serait pas seulement un test de mes capacités organisationnelles, mais aussi de ma capacité à faire face à la résistance et à surmonter les obstacles qui apparaîtraient en cours de route. Une fois le projet lancé, des signes évidents de sabotage commencèrent à se manifester. Certains collègues tentaient de ralentir l'avancement en semant des doutes parmi les autres, mais je n'étais pas naïf cette fois.
Je m'appuyais sur mon équipe de confiance pour contrer ces tentatives, en veillant à ce que tout reste sur la bonne voie. Malgré les embûches, je savais que ce projet serait un tournant décisif. Les résultats seraient visibles dans les mois à venir, et cela pourrait bien être la clé pour faire taire une bonne fois pour toutes les critiques et les tentatives de sabotage. Une fois de plus, le temps, la patience et la stratégie seraient mes meilleurs alliés. Les mois qui suivirent furent marqués par une intensification des défis. Alors que mon projet de modernisation commençait à porter ses fruits, je découvris que des obstacles invisibles se mettaient en travers de ma route. Des collègues, toujours jaloux de ma promotion, essayaient de semer la confusion et de créer des conflits. Cette fois, je n'étais pas pris au dépourvu. Je pris la décision d'agir de manière préventive. Je commençai à organiser des réunions régulières avec mes équipes pour m'assurer que tout fonctionnait comme prévu. Ces réunions, que je dirigeais personnellement, servaient non seulement à discuter des avancées, mais aussi à renforcer la cohésion et à désamorcer toute tentative de sabotage. Un après-midi, alors que je faisais le point sur l'évolution du projet, je reçus une nouvelle alerte concernant des irrégularités dans les rapports de dépenses. En parcourant les documents, je remarquais des anomalies flagrantes, des chiffres gonflés, des dépenses non justifiées. Tout pointait vers une tentative de manipulation des comptes pour me discréditer. Cette fois, je n'allais pas me contenter de prouver la manipulation. Je devais montrer que ces actions étaient le fruit d'une organisation collective et non d'un simple faux pas. Je commençais à recueillir des témoignages et des documents supplémentaires pour préparer une confrontation décisive. Je savais que ce genre de sabotage ne pouvait pas durer indéfiniment sans être découvert. Mais il fallait agir avec prudence. Si je présentais les preuves trop tôt, je risquais de provoquer un contre-coup. Au contraire, en gardant les informations sous silence et en poursuivant mon travail avec calme, je savais que la vérité finirait par émerger d'elle-même. Un soir, alors que je passais en revue les documents financiers dans mon bureau, je reçus un message anonyme. Il était clair que la personne derrière ce sabotage cherchait à semer la discorde. Le message insinuait que j'étais impliqué dans des irrégularités financières, mais le ton était suffisamment vague pour que je puisse le contrer facilement. Je décidai de garder ce message pour moi, mais je savais qu'il serait bientôt utile. Au lieu de réagir immédiatement, je continuais à prouver ma compétence et ma fiabilité par mes résultats. Chaque rapport que je soumettais, chaque réunion que je dirigeais, était une occasion de démontrer ma transparence et ma rigueur. Le lendemain, je fis appel à un expert en audit interne pour examiner les documents financiers du département. Je savais qu'il me fallait des preuves solides avant de pouvoir affronter mes collègues ou de faire une déclaration officielle. Chaque preuve devait être irréfutable. Une semaine plus tard, l'audit confirma mes soupçons. Plusieurs rapports avaient été modifiés intentionnellement. L'audit révéla également des incohérences dans les dépenses, qu'il était désormais facile de relier à des membres spécifiques de l'équipe. C'était le moment que j'attendais. Il fallait agir, mais de manière stratégique et mesurée. La situation était désormais claire. J'avais toutes les preuves nécessaires pour exposer les tentatives de sabotage, mais je savais qu'il était important de choisir le bon moment pour agir. Une confrontation prématurée pourrait encore me desservir, et je voulais être certain que tout serait irréfutable. J'organisai donc une réunion privée avec M. Deschamps, mon manager, pour lui exposer les résultats de l'audit et lui montrer les preuves de la manipulation. Je savais que cela risquait de déstabiliser certains de mes collègues, mais je n'avais d'autre choix que de confronter la vérité. La réunion se déroula dans un silence tendu. Je restai calme, exposant chaque élément avec précision. M. Deschamps écouta attentivement, prenant des notes et posant des questions pour s'assurer que tout était bien compris. Ses expressions changeaient au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient. À la fin de ma présentation, il resta silencieux un long moment avant de répondre. « Lucas, je n'avais aucune idée que tout cela se produisait sous mon nez. » Sa voix était grave, mais il semblait sincèrement choqué par l'ampleur de la situation. Je pris une profonde inspiration, sachant que l'heure de la vérité était arrivée. « Ces sabotages ne sont pas des erreurs isolées, Monsieur Deschamps. Ils sont le résultat d'une action concertée visant à me discréditer. » Je ne pouvais plus être plus direct. Je savais qu'il fallait que cette histoire soit exposée en totalité pour que justice soit faite.
Monsieur Deschamps hocha la tête, comprenant enfin la gravité des événements. Il est évident que ces actions ont pour but de nuire à votre position. Il me regarda droit dans les yeux. Vous avez été patient, Lucas. Vous avez fait preuve d'une grande intégrité et d'une résilience impressionnante. Je savais que ce n'était pas fini, mais ce fut une première victoire. À partir de ce moment, l'équilibre des pouvoirs dans l'entreprise commença à changer. La direction avait pris conscience de l'enjeu et savait maintenant que j'étais la personne la plus qualifiée pour diriger ce département. Le lendemain, M. Deschamps annonça en réunion que des mesures sérieuses seraient prises pour résoudre la situation. Il fit part de son intention de réorganiser l'équipe et de réévaluer les responsabilités de chacun. Je sentis alors que mon autorité était pleinement reconnue, mais la bataille n'était pas terminée. Je savais que mes collègues malveillants n'allaient pas simplement accepter leur défaite. Ils allaient réagir, essayer de manipuler la situation à leur avantage. Mais maintenant, j'étais prêt. J'avais gagné une première manche, et cette victoire allait me permettre de maintenir ma position de force. Le lendemain de la réunion avec M. Deschamps, les choses commencèrent à bouger plus rapidement. Il annonça officiellement qu'une enquête interne serait lancée pour examiner les irrégularités financières et les tentatives de sabotage. Un audit complet des comptes et des projets en cours serait effectué, et chaque membre de l'équipe serait interrogé. La pression monta immédiatement, et je pouvais sentir la nervosité dans l'air. Je continuais à superviser mes responsabilités tout en restant en alerte. Mes collègues, qui avaient jusque-là essayé de me déstabiliser, se comportaient désormais de manière plus réservée. Les sourires forcés et les regards fuyants étaient devenus monnaie courante. Je savais que la situation était loin d'être réglée, mais la simple annonce de l'enquête avait déjà mis en lumière leurs manœuvres. Dans les jours qui suivirent, certains membres de l'équipe commencèrent à prendre mes actions comme un modèle. Ils se tournèrent envers moi pour obtenir des conseils et comprendre comment éviter les erreurs du passé. Je sentais que l'équipe se soudait autour de moi, et je m'efforçais de maintenir cette dynamique en étant ouvert et accessible. Mais au fond de moi, je savais que certains essayaient encore de jouer leur dernier coup. L'audit interne commença, et je pris soin de suivre de près l'avancée des investigations. J'étais dans l'attente des résultats, mais je savais qu'ils finiraient par confirmer ce que j'avais déjà prouvé. La manipulation et la falsification étaient intentionnelles. Cela allait être leur dernière tentative pour me faire tomber. Un après-midi, je reçus une alerte concernant une nouvelle tentative de sabotage. Cette fois, c'était plus subtil. Un collègue avait modifié discrètement un document clé dans le but de fausser les projections financières. J'avais déjà anticipé ce genre de manœuvre, et je savais exactement comment l'empêcher. Je contactai immédiatement mon équipe de confiance et leur demandai de sécuriser toutes les versions antérieures du document. Nous rétablîmes rapidement la version originale, et je conservai des copies inviolables pour les présenter lors de la confrontation finale. Mais je ne pris pas de mesures immédiates. Encore une fois, la patience serait la clé. Je savais que mes collègues se sentaient acculés, et je ne voulais pas leur donner la satisfaction de réagir impulsivement. Chaque mouvement que je ferais serait décisif. Si je faisais une erreur maintenant, même la plus petite, tout pourrait se retourner contre moi. La maîtrise de mes émotions était essentielle. Pendant ce temps, M. Deschamps me fit part des résultats préliminaires de l'audit. Il était évident que mes collègues tentant de me saboter avaient commis des erreurs qui seraient difficiles à effacer. Mais il me demanda de rester calme et de laisser le processus suivre son cours. Il avait confiance en ma capacité à gérer la situation avec dignité. Finalement, l'enquête officielle révéla toute la vérité. Les irrégularités étaient systématiques et bien orchestrées. L'équipe de direction, choquée par l'ampleur du sabotage, annonça que des mesures disciplinaires seraient prises contre les responsables. Les membres malhonnêtes furent immédiatement mis à pied et leur départ fut annoncé publiquement. La nouvelle de la mise à pied de mes collègues malhonnêtes se répandit rapidement dans toute l'entreprise. Les regards des autres employés se tournèrent vers moi, certains avec étonnement, d'autres avec respect. Ceux qui avaient tenté de me nuire avaient échoué, et leur départ marquait un tournant pour le département. C'était une victoire douce amère, car je savais que l'ambition et la jalousie ne disparaîtraient jamais totalement. Mais je me sentais plus fort que jamais.
Je continuais à diriger mon département avec un sens renouvelé de clarté et de direction. La confiance que j'avais gagnée auprès de mes collègues, qui avaient vu mes actions, n'était plus approuvée. Mon équipe se montrait désormais plus unie et plus motivée que jamais. Nous commencions à récolter les fruits de notre travail acharné, et l'entreprise tout entière remarquait les progrès réalisés. Mais ce succès ne me donna pas une fausse impression de sécurité. Je savais que, dans un environnement aussi compétitif, de nouveaux défis allaient surgir. Il me fallait continuer à prouver que je pouvais diriger avec une vision à long terme, en tenant compte des besoins de l'entreprise tout en maintenant une équipe motivée et performante. J'avais appris que, dans ce milieu, la patience était aussi importante que l'action. Chaque décision que je prenais était calculée, et je veillais toujours à ce que ma position reste solide. Ce qui m'avait permis de surmonter les sabotages était ma capacité à garder mon calme et à utiliser la stratégie à mon avantage. Je savais que si je laissais mes émotions dicter mes actions, cela me coûterait. Dans les semaines suivantes, des projets ambitieux furent lancés sous ma direction. J'étais déterminé à bâtir sur les succès que nous avions accumulés et à solidifier notre position au sein de l'entreprise. L'innovation et la collaboration devinrent les maîtres mots, et je veillais à instaurer une culture de transparence et de confiance. Cependant, un matin, lors d'une réunion importante, je sentis que quelque chose n'allait pas. Un de mes anciens collègues, récemment réintégré dans une autre division de l'entreprise, me lança un regard furtif. Un malaise s'installa dans la pièce, et je compris rapidement qu'il n'avait pas oublié notre précédente confrontation. La rivalité ne s'était pas dissipée, elle était juste en sommeil. Je savais que j'allais devoir faire face à de nouveaux défis, non seulement externes, mais aussi internes. L'entreprise était un terrain de jeu où chaque mouvement était scruté, et je ne pouvais pas me permettre de baisser ma garde. Une fois encore, il me faudrait anticiper et rester vigilant. Ce matin-là, je me rendis à mon bureau, déterminé à faire face à tout ce qui allait surgir. Le travail était loin d'être terminé, mais je savais que, tant que je gardais mon calme et ma stratégie intacte, rien ne pouvait m'arrêter. J'étais prêt à tout pour protéger ce que j'avais construit. Je pris un instant pour regarder les photos sur mon bureau. Celles de ma famille et de mes proches me rappelaient pourquoi j'avais travaillé si dur. Ils étaient à la source de ma force. Je savais que, peu importe les obstacles, leur soutien m'accompagnerait tout au long de mon parcours. Et c'était avec cette force que j'allais continuer à avancer. Quelques semaines après la mise à pied de mes collègues malhonnêtes, je sentais que l'atmosphère au bureau avait changé. Une certaine sérénité régnait désormais dans l'équipe, mais les signes de méfiance restaient palpables. Mes décisions étaient désormais observées de plus près, et je savais que mes actions continueraient à être scrutées par ceux qui cherchaient toujours à me faire tomber. Je pris soin de rester accessible et attentif aux besoins de mon équipe, tout en gardant à l'esprit que l'équilibre fragile que j'avais créé pouvait se briser à tout moment. Les nouveaux projets que j'avais lancés étaient bien accueillis, et les résultats positifs commencèrent à affluer. Cependant, la vigilance était plus que jamais nécessaire. Lors d'une réunion avec la direction, je présentais les premiers résultats de mon département. Le rapport était impressionnant. Les coûts avaient diminué, la productivité augmenté, et les employés étaient plus satisfaits que jamais. Mais en jetant un coup d'œil autour de la salle, je remarquai un collègue, celui qui m'avait souvent défié, regarder mon rapport avec une expression de mécontentement. Je savais que cette attitude ne présageait rien de bon. Bien qu'il ne manifeste pas directement son opposition, je sentais que la rancune était toujours là, cachée sous une façade de professionnalisme. C'était un rappel cruel que dans le monde du travail, les rivalités ne s'éteignent jamais vraiment. Elles se transforment, s'adaptent et attendent toujours une occasion de ressurgir. Un jour, alors que je m'apprêtais à quitter le bureau pour une réunion externe, je reçus un appel de l'un de mes collègues de confiance. Il m'informa que des rumeurs circulaient à nouveau concernant la gestion de mon département. Apparemment, certains membres de la direction remettaient en question l'efficacité de mes décisions récentes, insinuant que ma montée en puissance avait été trop rapide et que mon style de gestion autoritaire pourrait créer des tensions. Je pris un moment pour réfléchir à cette information.
Je savais que ces rumeurs étaient une tentative déguisée de me déstabiliser, mais je refusais de me laisser emporter par la colère. Si je réagissais, cela jouerait en leur faveur. Au lieu de cela, je décidais de répondre avec plus de résultats et moins de paroles. Le meilleur moyen de prouver ma valeur était de continuer à faire croître l'entreprise. Les semaines suivantes furent marquées par un rythme effréné. Je me concentrais sur des initiatives qui augmenteraient les performances du département, tout en rassurant mes supérieurs sur mes capacités de gestion. Mais cette fois, je le faisais avec une prudence accrue. Je n'allais pas me laisser entraîner dans de nouvelles rivalités. Je devais prouver ma valeur par mes actions et non par mes discours. Je me plongeais dans les rapports financiers, cherchant de nouvelles opportunités d'améliorer l'efficacité. Je dirigeais une série de réunions stratégiques avec des responsables clés pour optimiser les processus internes, renforcer la communication et créer des synergies entre les équipes. Peu à peu, ces initiatives portèrent leurs fruits et les résultats financiers continuèrent à s'améliorer. Un après-midi, alors que j'étais en réunion avec la direction, je reçus un message de mon assistant. Il m'informait qu'un collègue de longue date, celui qui avait toujours été mon plus grand rival, avait demandé une réunion privée avec moi. Je savais que ce genre de rencontre n'était jamais anodin. La dernière fois que nous nous étions retrouvés seuls, cela avait conduit à une confrontation intense. Cette fois, je n'allais pas me laisser prendre au piège. Je pris une profonde inspiration avant de quitter la réunion avec la direction. Je savais que cette conversation serait cruciale et je devais être préparé. Les défis étaient loin d'être terminés. Mais cette fois, je me sentais plus prêt que jamais. J'avais appris à anticiper, à observer et à agir avec précision. Je me rendis à la réunion avec mon collègue. Un sentiment de tension palpable entre nous, mais cette fois-ci, je n'étais pas le même homme que lors de nos précédentes confrontations. Je savais que les jeux de pouvoir étaient inévitables, mais je n'allais plus être une victime. Cette fois, je serais celui qui garderait le contrôle. Il m'invita à prendre place dans son bureau, un espace sobre mais élégant. Nous nous assîmes, et il commença par de petites politesses, des compliments sur les résultats du département, des félicitations polies. Mais je sentais que sous cette apparente cordialité, il y avait quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'il cherchait à cacher. « Lucas, commença-t-il finalement, tu as fait un travail impressionnant ces derniers temps. Mais comme tu le sais, tout n'est pas toujours aussi rose qu'il n'y paraît. Certaines personnes dans l'entreprise pensent que tu as progressé trop rapidement et que tes méthodes pourraient nuire à l'équilibre de l'équipe. » Je le regardais droit dans les yeux sans rien laisser transparaître. Je savais que ce qu'il disait n'était qu'une tentative de manipulation, une manière d'attirer mon attention sur des rumeurs qui circulaient encore. Il essayait de m'intimider, de semer le doute, mais il ne savait pas que j'avais déjà anticipé chaque mouvement. « Je comprends ton point de vue, » répondis-je calmement. « Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Je ne vois pas pourquoi mon travail serait remis en question. Peut-être que ceux qui ont des réserves ont simplement peur du changement. » J'insistais sur ces derniers mots, espérant que le message serait clair. Un silence pesant s'installa alors qu'il réfléchissait à ma réponse. Je savais qu'il était en train de chercher une faille, un point de vulnérabilité qu'il pourrait exploiter. Mais il n'en trouva pas. Au lieu de ça, il détourna les yeux, un léger malaise s'installant entre nous. C'était une victoire, mais subtile. Il comprenait désormais que je ne ferais pas de compromis. « Je ne veux pas que cela devienne une guerre de pouvoir », ajouta-t-il d'un ton plus calme. « Mais sache que la direction surveille de près tes méthodes. Si tu veux continuer à réussir, il te faudra gagner leur confiance complètement. » Je compris immédiatement qu'il essayait de me faire peur, de me faire douter de ma place. Mais je n'avais plus de place pour les doutes. Je me levai de mon siège avec assurance, remerciant mon collègue pour la discussion. Je n'avais pas l'intention de lui donner plus d'importance. Ce qu'il avait tenté de faire était évident, mais il n'avait pas réussi à me déstabiliser. Si quelque chose, cette conversation ne faisait que renforcer ma résolution à rester sur la voie que j'avais tracée. Lorsque je quittais son bureau, une sensation de légèreté m'envahit. Je savais que ce n'était pas encore terminé,
que d'autres pièges pouvaient surgir à tout moment, mais je me sentais plus en contrôle que jamais. Le fait d'avoir confronté directement ce collègue m'avait permis de clarifier mes intentions et de renforcer ma position dans l'entreprise. Quelques semaines après ma confrontation avec mon collègue, tout semblait s'apaiser. Les tentatives de sabotage et les manipulations commençaient à se dissiper, bien que l'on sache qu'une entreprise n'échappe jamais complètement aux luttes de pouvoir. Pourtant, je sentais que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais retrouvé une paix intérieure. La stabilité était de nouveau là, mais cette fois, elle était le fruit de mon travail acharné, de ma stratégie et de ma patience. L'équipe se stabilisa, et les résultats ne tardèrent pas à se manifester. Le département, autrefois en proie à des luttes internes, commença à prospérer sous ma direction. Les processus s'améliorèrent, l'efficacité augmenta, et les bénéfices suivirent naturellement. Je savais que cette réussite n'était pas simplement un aboutissement, mais une base solide pour l'avenir. Puis vint un autre appel de M. Deschamps. Cette fois, c'était pour me féliciter de la performance exceptionnelle de mon département. Lucas, tu as non seulement résolu les problèmes internes, mais tu as également mené ton équipe vers un nouveau sommet. Son respect était évident, et je savais qu'il avait suivi de près ma montée en puissance. Je répondis humblement, mais intérieurement, je savais que ce succès avait été mérité. Le chemin n'avait pas été facile. Il y avait eu des trahisons, des moments d'incertitude et de tension, mais chaque étape avait renforcé ma détermination. La promotion, bien plus que le titre, représentait la validation de mes choix. Un jour, alors que je réfléchissais à tout ce qui s'était passé, je réalisais que cette aventure m'avait changé. Non seulement ma position dans l'entreprise, mais aussi ma manière de voir les choses. J'avais appris à naviguer dans les eaux troubles du corporate, à éviter les pièges tout en poursuivant mes objectifs sans jamais perdre mon intégrité. Je pris également le temps de réfléchir à l'équipe que j'avais bâtie. Je leur avais montré que le succès venait avec des principes clairs et j'étais fier de la confiance qu'ils me portaient. Certains d'entre eux étaient devenus de véritables alliés. D'autres, peut-être, avaient encore des réserves. Mais je savais que je pouvais compter sur eux. Au fur et à mesure que les mois passaient, mes succès dans l'entreprise se multipliaient. Des projets de grande envergure furent lancés sous ma direction, et le département devint un modèle d'efficacité et d'innovation. La direction, reconnaissante de mes efforts, me confia de nouvelles responsabilités, m'offrant ainsi des opportunités encore plus grandes. Et même si je savais que les intrigues dans l'ombre persistaient, je n'étais plus intimidé par elles. Je savais que la clé du succès résidait dans la constance, la rigueur et surtout la capacité à rester fidèle à ses principes. J'avais traversé la tempête, et maintenant, je pouvais enfin voir l'horizon dégagé. Je n'oublierai jamais les leçons apprises. Chaque épreuve, chaque trahison, chaque tentative de sabotage m'avait renforcé. Je n'étais plus simplement un employé ambitieux. J'étais devenu un leader capable de transformer la peur et l'incertitude en force et en succès. Le plus grand triomphe de cette histoire n'était pas simplement la promotion que j'avais obtenue, mais la personne que je devins en cours de route. Et c'était avec cette confiance retrouvée que je me tournais vers l'avenir, prêt à affronter tout ce qui viendrait. La victoire n'était pas seulement d'avoir eu raison, mais d'avoir su choisir la bonne voie, peu importe les obstacles.